Analyser l'actualité de toute une semaine, c'est ici dans Redactu. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous qui venez de nous rejoindre dans le cadre de cette émission que vous aimez beaucoup, Redactu, une émission d'analyse d'actualité. Je suis très content de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre. Eh bien, nous allons échanger, nous tous, avec bien sûr mes invités, sur deux sujets phares. Nous allons débuter tout d'abord avec le tout premier sujet en rapport avec la sécurité dans l'Est de la RDC. Comme vous le savez bien, il y a déjà l'arrivée de certains contingents, à l'instar de la force militaire kenyane, dans le cadre bien sûr de la force sous-régionale. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'arrivée de cette force sous-régionale alors que les déplacements massifs de la population continuent à engendrer ou à susciter des problèmes à l'est du pays? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ça? Eh bien, pour en parler, je suis avec Espoir Botumba. Bonsoir Espoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir aussi à mon colibataire d'en face. Je signale que vous êtes journaliste pour le compte de Opulence Info. Effectivement. Merci. Et à ma gauche, j'ai Monsieur Mowgli Fwamba. Bonsoir Monsieur Mowgli. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs et mon co-débatteur qui est juste en face de moi. Je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant et je crois que l'émission d'aujourd'hui peut faire en sorte que l'actualité de la République démocratique du Congo soit vue dans l'angle très positif. Je commence avec Espoir. Espoir, il est vrai que nous voyons déjà l'arrivée de la force kenyane dans l'est de la RDC, sous l'œil vigilant d'ailleurs du sous-chef d'état-major Chiko Chitambwe. Alors, qu'est-ce que nous pouvons se dire par rapport à l'arrivée de ces contingents kenyans, alors qu'en ce moment même, les déplacements massifs de la population continuent à augmenter? Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette force? Merci Olivier pour la question. Je pense que nous ne pouvons que nous réjouir parce qu'il y a très longtemps que nous avions réclamé cette force régionale de pouvoir venir en RDC pour qu'ils combattent les M23 et les Rwandais, effectivement, aux côtés de nos forces armées. Et tant que cette force est là, nous ne pouvons que nous réjouir, mais il y a un élément que je vais soulever par rapport à leur arrivée. Vous savez, quand le général Kenya a pris la parole et qu'il a justifié leur présence ici en RDC, il y a quelque chose qui m'a tiqué, qui ne m'a pas du tout arrangé, c'était son discours. Donc quand il parle qu'il faudra privilégier la diplomatie, ils sont là pour accompagner les efforts diplomatiques. Pour moi, c'est une chose qu'il devrait éviter dans son discours. Parce que s'il fallait d'abord tenir compte de la diplomatie, il ne fallait pas qu'il soit sur le sol congolais. Parce que comme vous voyez très bien, les militaires ne peuvent venir que pour intervenir, pour pousser l'ennemi, pour appliquer la force. Mais ils ont une mission bien établie. C'est peut-être par rapport à cette mission. Non, c'est ça là où les bas, c'est là que les bas blessent. Les militaires n'ont pas une mission diplomatique. Les militaires, si on fait appel aux militaires, c'est pour attaquer l'ennemi, c'est pour combattre aux côtés des FARDC. Ce ne sont pas les militaires qui peuvent nous rappeler les rôles diplomatiques. Parce que s'il a fallu parler de la diplomatie, donc l'État allait rester intact dans sa position et de poursuivre sa diplomatie. Mais quand on a fait appel à la force régionale, c'est pour que cette force vienne coaliser avec les FARDC et pour qu'ils pourchassent l'ennemi. Alors, tenant un tel discours et venant surtout d'un général qui est censé diriger tous ces troupes-là, je comprends que c'est quelque chose qui n'a pas, c'est un discours qui ne passe pas chez moi. Il a justement dévoilé la face de la communauté internationale par rapport aux missions qu'on a assignées à cette force régionale. Alors que cette communauté internationale a déployé qu'il y a quelques jours ici, l'ambassadeur d'ailleurs de l'Union européenne en RDC, qui a dit que l'Union européenne faisait partie des alliés de la RDC dans cette lutte contre l'agression des rebelles. C'est une alliance de façade, c'est une alliance hypocrite, parce que vous pouvez être aux côtés de la RDC, mais lorsqu'on nous tue, lorsqu'on nous étrangle, vous êtes là et vous êtes naïf, vous n'intervenez pas. Par contre, vous applaudissez l'ennemi, vous ravitaillez l'ennemi, vous donnez d'armes lourdes à l'ennemi pour qu'il nous attaque, et vous êtes là
vous nous faites les yeux doux, c'est une alliance de façade. Et moi, je comprends que la communauté internationale n'a plus sa raison d'être en République démocratique du Congo, que le président de la République puisse prendre tout vraiment son courage pour qu'il puisse vraiment se décider et être ferme envers cette communauté internationale. Vous parlez tantôt de déplacer, parce qu'il y a la guerre, les déplacements des populations doivent être là. Donc on ne peut pas éviter, quelle que soit l'arrivée de l'armée de la sous-région, quelle que soit l'intervention des FARDC, il y aura toujours des déplacés, parce que le combat doit être un combat qu'on va tenir face à l'ennemi. Donc les déplacés doivent toujours être là, ce n'est pas quelque chose que nous devons éviter, mais nous prions que Dieu puisse protéger tous ces déplacés. Alors je me tourne du côté de Mowgli Fwamba. En tant qu'analyste politique, quel regard vous avez face à cette force sous-régionale en appui au FARDC? Merci beaucoup, merci pour la parole. D'abord, j'aimerais dire que c'est Mowgli Fwala avec W, donc c'est la toute première fois, c'est normal. Alors, j'aimerais bien être bilingue pour essayer de permettre à tous les Congolais de nous suivre correctement par rapport à ce que nous allons développer. Je crois que, comme mon co-débatteur vient de le dire, il a tout à fait raison de dire qu'on s'est réjoui de l'arrivée de cette force kenyenne. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais le problème qu'il faut se poser, c'est que la communauté d'Afrique de l'Est regorge quelle sorte d'États, quels sont les États qui sont là-dedans. Et quand nous devons citer ces États, nous allons voir que le Rwanda lui-même se retrouve là-dedans. Et la question, l'Ouganda, la question qu'il faut se poser, est-ce que l'arrivée de cette armée en RDC pourra-t-il apporter solution? C'est ça la première des questions. Moi, à mon humble avis, je crois que c'est bien de leur accueillir sur le sol congolais pour nous aider, bien sûr, à chasser les M23. Mais j'aimerais demander, premièrement, aux Congolais d'être responsables de cette guerre. Ils sont en train d'agresser le fils du pays, c'est notre nation. Donc il faudrait que nous, Congolais, tous les habitants de l'Est, d'ailleurs je profite pour faire un appel à eux, tous les habitants de l'Est, de se mobiliser comme un seul homme afin de chasser l'ennemi. Moi je crois que le problème, nous aussi nous devons vraiment être vigilants par rapport à leur arrivée et faire un effort pour que l'ennemi soit hors d'état de nuire. Alors, puisque vous avez parlé des pays voisins, d'ailleurs qui font partie de cette force sous-régionale, il y a notamment l'Ouganda, alors que le nouvel élan, vous le savez très bien, déplore d'ailleurs la présence de l'Ouganda dans notre sol, parce que l'Ouganda ferait partie des complices dans cette guerre à l'Est. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi je réponds pour dire... Le problème du Congo, je dirais que c'est le Congolais lui-même. Moi, je crois que cette guerre ne fera même pas objet de faire appel à plusieurs forces de l'extérieur. Mais nous nous réjouissons quand même de le voir ici, en RDC, pour nous aider à chasser l'ennemi. Mais ce qui est important, c'est que le Congolais lui-même doit se prendre à charge. C'est très important. Parce que vous allez appeler l'armée kenyenne et d'autres venir vous assister. Ok, mais c'est quoi l'apport du Congolais? Est-ce que réellement ils viennent pour chasser l'ennemi ou ils viennent pour leur intérêt? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et quand on se posera ces questions, on comprendra qu'il faudrait suivre à la lettre leur arrivée ici, dans notre sol. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Est-ce que c'est leur mission de chasser l'ennemi? Comme mon co-débatteur vient de dire, d'ailleurs je dis merci pour ce qu'il a dit, il faudrait être vigilant par rapport à leur arrivée ici dans notre sol. Si vous suivez même le discours de leur général, vous allez voir que déjà il y a un guise aux roches. Donc je crois qu'il faudrait vraiment suivre à la ligne pour voir un peu s'ils sont là pour nous aider ou s'ils sont là pour autre chose, parce que comme vous le savez, la RDC est ici de l'intérêt de tout le monde. Alors, puisqu'il s'agit bien sûr de plusieurs déplacements de masse, notamment à Rutshuru et aussi à Kiwanja, on parle de plusieurs déplacements de masse. Qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire de manière concrète pour venir en aide à ces populations? Merci beaucoup. J'aimerais répondre à cette question. J'aimerais répondre à cette question de tout mon cœur. Moi, je crois que premièrement, nous avons l'aide humanitaire qui peut venir par les ONG, les organisations non gouvernementales et autres. Je m'en réjouis. Mais je crois que la population congolaise ou le gouvernement congolais est le premier responsable. Il faudrait qu'il y ait des stratégies qui soient montées pour aider cette population. Parce que comme vous le savez, moi j'aime toujours le dire, si tu ne te prends pas en charge, ceux que nous avons en charge, il n'y a personne d'autre. Nous en charge à Zate. C'est ça le problème de la RDC aujourd'hui, c'est que nous voulons faire appel à d'autres personnes, mais qu'est-ce que le gouvernement congolais fait par rapport à ces déplacements? Quelles sont les stratégies qu'ils ont montées par rapport à ça? C'est très important. De l'autre côté, nos frères sont en train de mourir, il y a la guerre, mais nous voyons même qu'ici, dans la capitale, tout se passe normalement.
Donc les émissions continuent à émettre comme ils émettent. Ils nous voient, il y a des films qui passent à la télé, il y a toutes les émissions qui continuent pendant que nos frères sont en train de mourir à l'Est. Quelles sont les stratégies que nous devons monter pour que nos frères soient quand même pris en charge? C'est ça le problème. Alors, qu'en est-il alors de l'action de l'armée congolaise qui poursuit justement des attaques contre les positions des rebelles dans certaines cités occupées par les M23? Est-ce que nous pouvons dire que ces attaques suffisent ou bien il faut encore plus d'efforts de la part de l'armée congolaise? Merci beaucoup. Moi, je crois que ce que l'armée congolaise est en train de faire, c'est déjà un pas. En tout cas, je suis fier. Même les attaques aériennes sont critiquées. Je ne sais pas pourquoi. Bien que ça soit critiqué, ce n'est que normal qu'on critique toujours. Il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais nous voyons quand même cette action. En tout cas, nous félicitons l'armée congolaise. Okay. Moi, je crois que nous devons continuer dans cet élan pour repousser l'ennemi. Moi, je me réjouis toujours de ce qu'un professeur m'a dit à l'université. Un de mes professeurs, il m'a dit, quand une nation, un pays est entouré de plus de 9 voisins, il doit faire un effort d'être militairement fort. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, ce que nous faisons... Bon, ce que je peux dire, c'est que nous avons commencé. Nous ne pouvons que dire que notre armée est forte. Mais nous savons quand même les différences qui existent. Mais nous prions que Dieu fasse grâce et que ce qui vient de commencer aujourd'hui ne s'arrête pas en cours de route, mais que nous puissions continuer pour que demain la RDC puisse repousser l'ennemi. Alors, Espoir Boutoumba, par rapport aux efforts de l'armée dans cette partie est de la RDC, pensez-vous que la communauté internationale appuie suffisamment l'armée congolaise pour combattre ces rebelles? Olivier, merci. Avant que je n'arrive là, il faudra que je rebondisse quand même à la question que vous avez posée à mon co-débatteur concernant l'implication de l'Ouganda. L'Ouganda, on ne peut plus parler au conditionnel parce que quand vous regardez, avant qu'on fasse appel à cette force régionale, on avait quand même coalisé avec l'Ouganda. Le président de la République s'est personnellement déplacé en Ouganda. Il a parlé avec son homologue Museveni. Ils ont parlé, ils ont planifié. Ils ont même décidé de pouvoir construire une grande route qui fait son entrée par Bunagana et RDC pour qu'il y ait fluidité des commerces et pour que cela puisse profiter aux deux pays, aux deux peuples. Vous voyez. Mais ce projet serait même à la base de cette attaque des rebelles. Évidemment, parce que Kagame s'est vu vraiment à l'impossibilité de pouvoir augmenter des recettes par lui, parce que pour que les histoires entrent au Congo, ça allait transiter par les Rwandais et entrer par Goma et autres. Mais cette fois-ci, le président a décidé avec son homologue Museveni de construire vraiment une grande route. Et cette route pour permettre aux deux pays de pouvoir faire un très bon commerce qui va permettre aux deux peuples de survivre. Alors, je voudrais dire que l'Ouganda s'est aussi comporté en hypocrite comme les Rwandais. Quelqu'un, s'il veut te tuer, même si vous lui donnez tout, pour lui, c'est insuffisant. C'est ce que le président fait. Il a signé des accords avec les Rwandais, il a donné des privilèges au Rwanda, il a donné des privilèges à l'Ouganda, mais quels que soient ses efforts de bonne foi, ça tournait à rond. Vous voyez, c'est pourquoi la prise de Bunagana a été facilitée par l'Ouganda. Ça, on ne peut pas se voiler la face. C'est l'Ouganda qui a facilité aux rebelles du M23 de pouvoir entrer par cette partie du pays. Au moment où l'armée ougandaise qui était venue en RDC pour combattre aux côtés de nos FARDC était à Bunagana. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même empêché les FARDC, ils ont créé un couloir derrière leur position pour faciliter au M23 d'occuper Bunagana. Donc vous allez comprendre que ce soit les Rwandais, que ce soit l'Ouganda, ils jouent en hypocrisie. Alors nous ne pouvons pas nous contenter de nos voisins. Nos voisins, ce sont des voisins hypocrites. Et ce que nous pouvons faire, c'est de renforcer l'armement congolais. Vous voyez, c'est pourquoi je reviens maintenant à votre question. Notre armée se comporte très bien. Pourquoi j'ai dit? Parce que quand vous voyez une armée ou un pays qui est agressé pendant 20 ans, et pendant cette période, on n'achète pas d'armes, on n'achète pas d'équipement, nous avons d'armement vraiment très archaïque. Mais quand même, on parvient à faire face à l'ennemi. Et hormis cet équipement de l'armée, vous allez aussi vous rendre compte que nous sommes infiltrés du militaire du rang jusqu'au sommet. Alors, l'infiltration, c'est la chose la plus grave qui fragilise la sécurité, qui fragilise l'intégrité territoriale d'un pays. Mais quelle que soit l'infiltration, quelles que soient les sanctions contre notre armée ou notre pays de ne pas acheter des armes,
nous sommes en train de résister et que le pays n'a jamais cédé aux intimidations. Nous nous défendons au front et jusqu'alors, les FARDC se comportent très bien et comprenez que le jour où le monde va effectivement décider, va nous établir dans notre droit, la République démocratique du Congo sera parmi les armées les plus fortes du monde. Mais est-ce qu'il faudrait quand même compter sur l'appui de la communauté internationale alors qu'elle est critiquée? Elle est beaucoup critiquée en rapport avec cette guerre dans l'Est. Vous savez, à un moment, je vous disais que le président jouait à une diplomatie telle qu'il faut prendre tout le monde à témoin. Voyez, même si vous voyez que le Rwanda vous attaque, il approchait le Rwanda. On a crié que l'Ouganda nous attaquait, il a approché l'Ouganda. On a crié que derrière le Rwanda, il y avait la France et autres, il a approché la France. Il a approché les États-Unis. C'est une manière pour lui de prendre tout ce monde à témoin. Parce que le jour où la RDC va s'élever, il va dire, ok, bientôt là, nous devons affronter le Rwanda. Et vous qui soutenez le Rwanda en coulisses, s'il faut nous effacer de la carte du monde, nous sommes prêts. Que le monde aussi se tienne pour responsable. Vous voyez, c'est ce que le président est en train de faire. Donc, c'est une manière de faire en sorte que le Rwanda, l'Ouganda et d'autres voisins, parce que pour moi, Kagame est en train de nous encercler. Ouais. Comment expliquer un président comme celui de la République centrafricaine qui est parti se soigner au Rwanda, qui gagne encore la confiance du Rwanda, alors que notre ambassadeur avait alerté la présence de l'armée rwandaise qui voulait entrer par le RCA. Vous venez ici en face, Sassou qui accorde une très grande forêt à son ami Kagame pour venir faire des histoires là-bas au Congo-Brazza. Tout ça, ils veulent asphyxier la RDC et ce qui ne passe pas. Voyez. Alors Mowgli Fwamba, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de main noire dans cette guerre, une main noire que l'on appellerait de la communauté internationale dans cette guerre? Exactement. Moi, j'ai toujours dit ça et j'aimerais le dire tout haut ici. Il y a une main noire de la communauté internationale. Mais s'il faut rentrer en arrière, moi je crois que la responsabilité, comme je l'ai évoqué au début, ça revient aux Congolais. Comme j'aime bien le dire, j'aimerais le dire, moi je ne crois pas que dans une famille, s'il y a l'ennemi qui vient attaquer la famille et que dans cette famille il n'y a pas d'infiltrés, je ne crois pas que l'ennemi ne pourra pas bien travailler. Nous comprenons que même ici au Congo, il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés. Moi, je crois nous en avons parlé le problème de cette guerre demande à ce que le Congolais soit d'abord patriote. Commencer par aimer le pays. Commencer par aimer sa nation. Moi, je crois que c'est une guerre qui ne peut pas durer autant. Je crois qu'il y a des infiltrés, il y a la main noire, il y a la communauté internationale et il y a aussi de Congolais et Congolaises qui se réjouissent de cette guerre parce qu'ils savent qu'à travers cette guerre, ils s'enrichissent. Et c'est très important, il faudrait d'abord faire appel à tous ces Congolais. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour justement mettre en évidence ces infiltrés? Bon, moi je crois que la solution, comme nous avons commencé avec cette attaque que nous faisons, nous allons d'abord voir ce que ça va donner, c'est très important, ça veut dire que c'est un processus qui vient de commencer. On ne peut pas l'arrêter en cours de chemin. Nous allons voir un peu ce que ça va donner, mais sinon nous pouvons dire que coup de chapeau et encourager ce que l'État congolais est en train de faire, parce que le souhait de tout Congolais, c'est de voir l'Est de notre pays, que la paix regagne l'Est de notre pays. C'est ça le souci de tout Congolais. Alors, merci beaucoup, cher Mowgli. Il y a Alex Ndomba qui vient de nous rejoindre. Alex, encore une fois de plus, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, dites-nous un peu, puisque vous nous avez pris vraiment en cours de chemin. Nous étions en train de parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, avec la venue justement de la force kenyane et de la force sous-régionale de l'EAC. Est-ce que nous pouvons justement avoir des bonnes impressions par rapport à ce contingent kenyan et bientôt ougandaise? Oui, je sais que sur le plan diplomatique, il faut avoir de bonnes intentions, des bonnes impressions, c'est une bonne chose, mais nous devons être vraiment prudents dans tout ce que nous sommes en train de vivre, puisque vous devez comprendre que nous sommes victimes d'un complot international. Et nos amis qui nous entourent, les pays limitrophes, ne sont qu'exécutants du plan de tout ce qui est planifié par la communauté internationale. Donc nous devons être prudents sur ce point-là. Puisque nous devons nous comporter comme des malins et eux aussi peuvent être comme des prudents. Mais la prudence se manifeste de quelle manière? Le président de la République, dans ses actions diplomatiques, sillonne plusieurs de ces pays.
cette prudence dont vous parlez, ça doit se manifester de quelle manière? Oui, mais justement, c'est pourquoi nous disons qu'à 100%, nous ne pouvons pas croire à tout ce qui se passe dans les cas de soutien ou bien d'appui. Okay. Nous ne pouvons pas, justement, montrer cela à 100%, mais nous ne pouvons pas casser les contacts sur le plan politique et diplomatique. C'est tout à fait normal. Donc, par rapport à ces contingents, d'abord kenyans, puisque le contingent ougandais est presque en chemin, les contingents kenyans, on peut négocier avec eux ou bien travailler en collaboration avec eux tout en restant vigilant. C'est ce que vous voulez dire? Oui, il faut être vigilant, s'il vous plaît, puisque j'ai appris qu'ils ont dit, en tout cas, dans un premier temps, nous devons nécessairement tenir compte des négociations et qui pourront aussi prendre autant d'années. On ne sait jamais, puisque vous savez, sur le plan des négociations qu'on sort, des fois, on peut faire une année, 2 ans. On se retrouve selon ce que j'apprends, peut-être, je ne sais pas, la semaine prochaine. Mais ça peut arriver qu'on puisse encore reporter d'autres contacts. Vous voyez, sur le plan diplomatique et politique, ça peut faire autant d'années. Entre-temps, les troupes kenyanes seront toujours là. Et pendant ce temps, il y a des déplacés massifs par rapport à cette situation. Qu'est-ce que le gouvernement congolais peut entreprendre comme mesure? Oui, normalement, notre gouvernement doit nécessairement tenir compte de cela, soutenir ceux qui se déplacent du jour au jour et non plus laisser les organisations humanitaires internationales. Mais puisque ces organisations œuvrent déjà, alors que l'on décrit déjà les frappes aériennes des forces loyalistes, mais comment faut-il faire pour justement repousser ces rebelles alors que nos frappes aériennes sont critiquées? Oui, mais sur le plan là, sur ce point-là, il y a des stratégies militaires que moi je ne pourrais pas révéler. Ça, c'est maintenant sur le plan militaire qu'on doit savoir qu'est-ce qu'il faut pour repousser ces gens-là de rien. Alors, merci beaucoup à vous tous. Je ne sais pas, Espoir, tu as peut-être un dernier mot par rapport à ça avant de changer complètement notre thématique du jour. Effectivement, parce que nous sommes, comme mes deux prédécesseurs l'ont dit, d'abord c'est un problème de conscience vraiment collective de la RDC, parce que même si nous sommes infiltrés, mais à un moment, quand vous avez beaucoup trahi, il faut revenir au bon sens. Il faut dire ça c'est les pays. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous n'avons que ces pays et que nous devons nous unir pour sauver ces pays. Donc là, je parle à tous ceux-là qui se comportent comme hypocrites. Ils ont beaucoup tué, ils ont beaucoup sacrifié. Le moment est venu pour que tout Congolais prenne conscience et que nous puissions vraiment être soudés pour sauver ces pays. Je t'ai dit, je te le rappelle parce que le président Kenyatta venait de rencontrer Kagame. Oui. Et leur communiqué final, Kagame a finalement accepté d'aller dire au M23 de vider les positions occupées, vider les villages occupés de la RDC. Et je me suis posé la question en qualité de qui il va aller parler avec les M23. Voilà. C'est encore une manière de pouvoir montrer à la face du monde que Kagame, c'est celui, hein, le commanditaire, c'est lui le rebelle en chef, c'est lui le sanguinaire en chef, c'est lui le massacreur de l'Est de la RDC. Et je lui dirai tout simplement qu'il payera plus tard. Combien même les infiltrés dont vous tous vous décriez ici ne sont pas cités de nom. C'est ça aussi un autre problème. Nous ne pouvons pas les citer, Olivier. Nous ne pouvons pas les citer parce que même le président Bosso l'a dit un jour, même les députés sont des infiltrés, même certains ministres sont des infiltrés, même dans nos rangs des armées, les généraux, il y a des infiltrés. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui est aujourd'hui conseiller en matière de sécurité de Paul Kagame, il s'appelait celui qui était le chef d'état-major congolais à un moment, James. Okay. C'est lui aujourd'hui, il a patronné notre armée, il est parti maintenant comme conseiller en matière de sécurité de Paul Kagame. Un chef d'état-major qui a le plan sécuritaire de tout un pays dans sa tête, il est parti servir le Rwanda. Donc un Rwandais était à la tête de notre armée. Et vous pouvez vous imaginer la suite de l'infiltration? Donc ce n'est pas quelque chose qui peut finir aujourd'hui, mais nous savons très bien qu'avec nos services, nous avons confiance et nous allons vaincre. Merci beaucoup. Mogli Famba, vous avez un dernier mot par rapport à cette première thématique avant de passer à une deuxième thématique? Merci beaucoup. Moi, je crois que j'inviterai toute la population congolaise, surtout à nos frères et sœurs infiltrés qui essayent de délaire à l'Est, okay, de revenir au bon sens. Il est temps d'arrêter. C'est possible de travailler et de gagner son pain. Il ne faut pas gagner son pain derrière le sang de Congolais. Il est temps de revenir au bon sens. Il est temps de se dire, ensemble, tenons-nous main dans la main pour que le Congo aille de l'avant.
Merci. Merci beaucoup. Nous passons à une deuxième thématique. Celle-ci concerne bien sûr l'enseignement supérieur et universitaire, avec la proposition des autorités des universités et institutions publiques concernant bien sûr l'introduction dès l'année prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants. Je commence avec vous, Mowgli Fuala. Quelle est d'abord votre première impression en entendant cette proposition des autorités des universités? Bon, moi je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a des hommes intelligents près du chef de l'État et d'ailleurs même près des ministres et autres. Je crois que s'ils ont pris cette décision, c'est après étude qu'ils l'ont pris. Mais seulement je me pose des questions. La première, c'est pourquoi prendre ça aujourd'hui? Pourquoi prendre cette décision aujourd'hui? Sûrement que la réponse serait par rapport à la guerre à l'Est. Ils ont compris qu'il y a nécessité, il faut le faire. Et deuxièmement, les pays qui les ont fait, les nations... Elle existait du temps du maréchal Mobutu. Voilà, les pays qui les ont fait il y a longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? C'était quoi l'avantage? Et c'est quoi l'avantage de tous ces Congolais qui iront pendant tous ces temps? Parce que vous le savez bien, aujourd'hui, le Congolais, l'étudiant congolais, moi-même, je suis étudiant, voilà. J'ai fini, donc après mes études, il fallait gagner mon pain difficilement. Deux fois, il y a des frères qui devaient faire des cabines au coin, qui devaient se battre, parce qu'il n'y a rien, ils ne reçoivent rien. Mais d'autres gouvernements, sous d'autres cieux, tous ces jeunes gens qui vont faire la formation, ils ont quand même une bourse qui peut leur aider. Mais pour ce Congolais-là qui doit nourrir sa famille, sa maman a vendu le pain pour l'aider à réussir. Et il termine ses études, il doit commencer à vendre au coin. Bon, quand on lui dit, tu ne vends pas, tu ne fais pas une cabine, tu dois aller d'abord une année faire l'armée. Parce que comme vous le savez, l'armée, c'est la discipline. Voilà. Il ne peut pas quitter là-bas pour venir chez lui à la maison. Pendant tous ces temps. Quand même. On est d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est très important aujourd'hui. Okay. D'ailleurs, que tout Congolais aujourd'hui puisse savoir manier l'arme. Je suis tout à fait d'accord. Okay. Mais il faudrait bien étudier la question. Les avantages et désavantages, c'est très important. Alors, merci. Je me tourne vers Espoir Botumba. Espoir, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous avez comme proposition ou pensée par rapport à cette proposition des autorités des universités concernant la préparation militaire des étudiants? Pour moi, c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'il a fallu faire depuis longtemps. Parce que vous allez vous rappeler, je crois, au Corée du Sud, il y a, je crois que c'est une colonie américaine. Ce que les Américains ont fait là-bas, ça a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand l'enfant est né, lorsqu'on fait étudier son enfant, on lui fait montre de photos, des massacres, des dégâts des Américains. Et ça révolte l'enfant. Quand il grandit, il a cet esprit de revanche. Il s'est dit, dans tout ce que je peux faire, ce que j'ai comme cible, c'est les Américains. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Pour moi, c'est une bonne décision. Quand ils ont réfléchi de pouvoir instaurer certains cours par rapport à l'armée, à l'université, c'est tout à fait normal et tout à fait saluant, mais qu'ils pensent aussi à ramener jusqu'à l'école primaire et aux humanités. Parce que quand ils vont inculquer dans la tête de l'enfant, quand il grandit, même si ça ne sera pas les mêmes cours qu'ils vont donner à l'université, ils peuvent simplifier la matière, même si donner les préliminaires, mais quand même qu'ils aient la notion du patriotisme, qu'ils aient la notion telle qu'il faut défendre la patrie, qu'ils aient la notion telle que la patrie ou rien, qu'ils aient la notion telle que la vie aussi je peux la gagner à travers l'armée. Alors, je ne suis pas d'accord de ce que mon co-débatteur a dit, parce que ce n'est pas une imposition, c'est quand même l'instauration d'une vision. Okay. On vous fait comprendre que l'armée, vous, en tant qu'intellectuel, étant étudiant, licencié... Mais il a quand même parlé des réalités socio-politiques. C'est ce que j'ai dit. La personne a le libre choix de choisir. Vous voyez, excusez-moi la tautologie. Il a le libre choix de faire vraiment ce qu'il veut. On lui apprend, comme nous aussi, hein, quand on étudie, il y a des cours. Mais on définit, soit on choisit deux filières qu'on va suivre. Vous voyez? Donc l'idée c'est quoi? Qu'on fasse comprendre à ces étudiants-là que la nation vous attend. Et la défense de la nation ne passe pas toujours par les cabinets ministériels. Ce n'est pas seulement à travers la fonction publique. Ce n'est pas seulement à travers les entreprises. Mais vous pouvez aussi contribuer dans la nation à travers l'armée.
C'est cette idée qu'ils veulent inculquer, c'est cette passion qu'ils veulent inculquer. Moi, je crois que l'étudiant qui veut s'orienter, il aura le libre choix de voir s'il peut aller accentuer, soit poursuivre cet élan de l'armée, ou s'il peut rester étant gradué, mais tout en ayant une notion sur le fonctionnement de l'armée, une notion sur le patriotisme, une notion sur le sacrifice pour sauver sa nation. Mais quand même, Espoir, le point que Mokli Fouala a soulevé, c'est quand même très important. Les conditions socio-économiques de notre pays posent problème. Vous voyez comment les étudiants aujourd'hui, après leur cursus académique, peinent à trouver du travail. Et lorsque un étudiant se rend dans l'armée, il se rend avec quelle sorte de Mais Olivier, l'armée, c'est aussi un travail. Tout militaire a un numéro matricule. Je ne sais pas, que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a fini à l'université, il est licencié et qu'on le paye comme un D6. Non. Mais maintenant, s'il faut dire au gouvernement, parce qu'ils ont planifié, ils veulent impliquer les licenciés dans ce projet de l'armée, qu'ils lui revoient le budget de l'armée. Qu'un militaire, par exemple, qui va commencer à toucher $100 ou pourquoi pas, je dis $500 ou pourquoi pas $700, ça sera excitant, ça sera stimulant pour que tout jeune qui finit, il peut décider, étant licencié, je vais servir mon pays parce que là-bas, j'aurai un numéro matricule facilement et je vais aussi donner ma vision par rapport à l'armée et défendre ma patrie. Ils veulent une chose, qu'ils améliorent aussi les côtés économiques, ça pourra aussi aider. Alors je reviens à vous, Mowgli, avant de passer à Alex Ndomba. Par rapport à ce que Espoir a pu évoquer, vous ne trouvez pas que d'une part aussi, quelques étudiants pourront quand même rejoindre l'armée avec une certaine objectivité? Exactement. Vous savez, s'il s'agissait bien sûr de l'accompagnement de l'État. Moi, j'aime le dire aujourd'hui, c'est qui tue notre pays. Et l'Oezo Bomamboka, c'est parce que deux fois, même si ton co-débatteur, qu'il soit de l'Union Sacrée, qu'il soit de l'UDPS, s'il dit quelque chose qui est vraiment important, vous allez voir que l'autre refuse, juste pour refuser. C'est ce qui détruit notre pays. Moi, j'aime dire, on peut faire un débat tout en étant congolais, aimer notre pays et finir se saluer. Moi, je lui félicite, je lui dis merci pour ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Moi, je crois que je l'ai bien souligné. C'est très important pour tout Congolais. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais d'ailleurs le dire ici, moi étant tout petit, c'était ça ma passion, devenir militaire, servir le pays. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec les conditions, exactement, comme mon frère vient de le dire, qu'est-ce que je gagnerais là-bas? Si je quitte ma famille aujourd'hui pour aller là-bas, qu'est-ce que je gagnerais comme argent? La rémunération, est-ce que ma famille pourra survivre du 1er au 30? Est-ce que je saurais nouer les 2 bouts du mois? C'est ça la question. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit juste à la fin pour chuter. Ce serait très important, vous aimez la chose, il faut améliorer les conditions pour que l'intellectuel congolais se sente à l'aise d'aller servir la nation congolaise. Mais par rapport à ces 1 milliard que le gouvernement a décidé d'allouer à l'armée congolaise, c'est déjà un pas. Il faudrait quand même féliciter et encourager cela. Exactement, nous encourageons, nous attendons aussi la suite. Les faisabilités. Merci beaucoup à vous deux. Je remets la parole à Alex Ndomba. Il est vrai que vous êtes cadre du CDPS, vous êtes dans l'Union Sacrée. Alors, en tant que politicien, cette proposition en rapport avec la préparation des militaires des étudiants, vous trouvez que cela peut être possible et positif dans un contexte comme le nôtre? Oui, parfaitement, puisque ça fait maintenant 2-3 semaines que notre président national, le camarade François-Xavier Belchika, a fait une telle proposition. Et surtout, pour lui, il a insisté que ce soit les jeunes âgés de 18 ans à 25 ans, ils doivent suivre nécessairement la formation militaire. Et cela doit passer d'abord par dès l'université. L'université. Et moi, je constate qu'entre les deux compatriotes, il n'y a pas de contradiction. Okay. On sait seulement compléter. Mais c'est ce qu'il dit, œuvrer. Il faut tenir aussi compte des conditions socio-économiques. Voilà. Alors, évidemment, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Oui, normalement, il faut vraiment hausser les budgets. Okay. Au niveau de, et cela doit être aussi faisable. Puisque le budget, cela veut dire que c'est, comment je peux dire, c'est une prévision. Ouais. Okay. Et s'il arrivait que cela n'est pas appliqué, ça sera compliqué. Vous voyez aujourd'hui avec les problèmes de l'éducation, on parle de la gratuité, mais il y a dans des salles où vous allez trouver qu'il y a au moins 100 enfants. À telle enseigne que les enfants ne maîtrisent pas les leçons
qui le reçoivent. Alors, donc c'est pourquoi il faut tenir compte aussi des conditions socio-économiques, de manière à ce que les gens comprennent que, en tout cas, lorsque je serai dans l'armée, je vais passer dans de bonnes conditions. Et surtout, vous savez qu'ici, chez nous, celui qui constate qu'il n'a pas la possibilité d'être engagé quelque part, la meilleure façon de faire, c'est d'aller vers l'armée. Vraiment. C'est ça. Il y a une autre problématique qui pose problème, si je peux le dire, c'est le fait que l'année prochaine, c'est une année électorale, alors que cette mesure peut entrer en vigueur l'année prochaine. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de négativité dans la faisabilité de cette mesure? Oui, je suis d'accord, mais il faut maintenant voir qu'est-ce qu'il faut privilégier. Faut-il laisser la patrie menacée, récupérer, fragmenter, et ainsi de suite, ou bien faut-il vraiment, coûte que coûte, organiser les élections aussi longtemps que nous ne serons pas même dans la possibilité de participer à ces élections-là? Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'on peut arriver à Kinshasa avant même les élections? Donc nous devons déjà prendre toutes les conditions, toutes les possibilités qu'il faut pour que d'abord barrer la route à ceux qui cherchent à nous menacer, à nous créer des problèmes dans notre pays. Moi, je crois qu'il faut d'abord privilégier la guerre de manière à ce que nous puissions avoir la victoire. Les élections peuvent venir après. Ça, c'est mon point de vue. Espoir Boutoumba, par rapport à ce que Alex Ndomba vient de dire concernant l'année 2023, en rapport avec cette année, eh bien, c'est une année électorale, alors que cette proposition peut entrer en mesure au cours de cette année. Est-ce qu'il y a une sorte est-ce que c'est possible que l'on puisse parler de la faisabilité de cette mesure au cours de l'année 2023? Olivier, moi je pense que la priorité de tout Congolais, je parle des Congolais, la priorité de tout Congolais actuellement, c'est le retour de la paix à l'Est. Ce n'est pas les élections. Okay. Parce que même l'opposant les plus farouches n'acceptera pas d'aller aux élections tant qu'il y a détonation d'armes. Quand il y a les armes lourdes, quand il y a crépitement des balles, même l'opposant le plus farouche ne peut pas accepter. Vous voulez les élections? Vous irez battre campagne où? Pendant que certaines localités sont occupées. Vous voulez les élections? Mais vous vous rappelez quand même, sous le régime Kabila, il y avait aussi ce problème d'insécurité à l'Est. Ils ont émis comme prétexte de la non-organisation des élections dans cette partie Est, l'insécurité. Et vous avez vu comment l'opposition, à l'époque, avait décrié cette attitude. Ce n'était pas un prétexte. Okay. C'est ce que dit la Constitution congolaise. Donc l'opposition, à l'époque, avait raison. Je dis, c'est ce que dit la Constitution congolaise. Quand une partie de votre pays est menacée, on ne peut pas aller aux élections. À moins que les politiques s'entendent, qu'ils s'asseyent dans un même endroit, sur une même table, qu'ils discutent sur l'urgence, qu'ils se décident, bon voilà, quelle que soit l'insécurité, voilà, on épargne ou on exclut cette partie du pays et allons aux élections avec la partie qui reste. À moins que les politiques s'entendent. Mais je ne crois pas que sans dialogue, sans négociation, et que les choses arrivent comme ça, vous décidez que vous excluez un territoire congolais parce que... Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais je pense que on doit vraiment, même si je reste optimiste, parce que j'ai la foi qu'avant la fin de cette année, toutes les localités occupées par l'ennemi seront vraiment récupérées par nos forces loyalistes. Mais je pense que si tel n'était pas le cas, il faut que les politiques réfléchissent ensemble pour voir ce qu'il faut faire. Et quand il faut réfléchir, moi, qu'ils nous épargnent des partages de gâteaux, qu'ils nous réfléchissent pays, qu'ils nous réfléchissent État, qu'ils nous réfléchissent nation. Vous voyez? Donc c'est cette chose-là qui peut nous inspirer plus pour que nous puissions trouver des solutions en 2023. On ne peut pas faire des élections chaque 5 ans et que le pays se sent menacé. Kagame reste président jusqu'en 2035. J'avais entendu, il y a, je crois, les présidents, j'ai oublié le pays, il est, je crois, en Guinée, il est maintenant à son 8e mandat. Vous voyez, s'il faut maintenir la sécurité d'un État, et que laisser un président continuer par l'accord de tous, nous pouvons le faire. À quoi bon d'aller aux élections chaque 5 ans et que le pays ne trouve pas de bons textes, le pays ne trouve pas la paix, le pays ne trouve pas la sécurité? C'est aberrant. Okay. Pour moi, les politiques doivent réfléchir, de voir dans quelle mesure du possible, d'abord,
compter sur la sécurité de la nation et les élections après. Sinon, on risque de faire les cercles viciés. Alors, Mowgli Foala, je reviens à vous. Par rapport à tout ce qui a été dit par Espoir et Alex Ndomba, est-ce que vous rejoignez leur camp ou bien vous restez quand même dubitatif par rapport à l'année 2023 qui est l'année électorale, mais cette mesure en rapport avec l'enseignement supérieur et universitaire entrera au courant de cette année. Est-ce que vous êtes positif? Merci beaucoup. Moi, je reste positif. Et j'aimerais rejoindre mes co-débatteurs. Ce qu'ils viennent de dire, c'est très important. Je crois que 2023, il y a les élections. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'il faudrait faire les élections pendant qu'il y a une maman à l'Est qui meurt? Est-ce qu'il faudrait faire les élections pendant qu'il y a nos jeunes frères qui sont en train de courir? Est-ce qu'il faudrait faire élection pendant qu'il y a bain de sang là-bas? C'est ça la grande question. Voilà pourquoi moi, j'aimerais faire appel à tous les politiciens politiques de l'opposition, de la majorité de l'Union sacrée. S'ils veulent bien les élections en 2023, il est temps de s'asseoir autour d'une table afin de chasser l'ennemi. Nous avons encore le temps. 2023, c'est pas aujourd'hui. Moi, je crois que dans 2-3 mois, c'est possible de trouver une solution à l'Est et penser aux élections. Il est temps de les appeler, qu'ils viennent autour d'une table, qu'ils pensent d'abord comment chasser l'ennemi. Après, nous allons revenir pour parler des élections. Merci beaucoup à vous tous. Je vous accorde à chacun à présent 1 minute. Je continue avec vous, Mowgli Foala. Concluez et puis je vais accorder aussi la parole à nos autres invités avant de clore finalement ce nouveau numéro. Merci beaucoup. Pour moi, ça a été un plaisir d'être en face de mes co-débatteurs très exceptionnels que j'ai beaucoup aimés. Merci encore pour l'invitation que vous m'avez lancée aujourd'hui. Je crois qu'il est temps que tout Congolais comprenne que le patriotisme pense avant tout. Donc nous devons être patriotes, nous devons aimer notre pays, nous devons faire en sorte que demain, les enfants qui viennent... Vous savez, moi j'ai grandi dans ce pays, on avait toujours l'habitude de nous dire, époque na biso ezalaki moins bien. Biso au moins tout vivaki bien, bino beaucoup mieux vivre na ndenge moko ezalaka te. Mais moi je crois que c'est possible si tout Congolais s'élève aujourd'hui, que nos enfants demain se disent qu'ils ont fait un grand travail. Nous sommes fiers d'être Congolais et de naître dans le sol congolais. Merci. Merci beaucoup, Mowgli Foala. Je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant et j'étais très content de vous recevoir. Alex Ndomba, vous avez aussi 1 minute pour conclure. Oui, merci beaucoup. Et je crois que vous avez posé la question de savoir pourquoi, du temps de Kabila, il y avait la guerre, mais on a quand même organisé les élections. Okay. Mais vous le savez très bien que le régime Kabila, c'est la suite du régime de l'AFDEL. Okay. C'est au cours de ce régime qu'il y a eu des mixages, d'intégration, des brassages. Même la population civile, même dans les entreprises, il y a des étrangers. Alors, comprenez qu'il y avait un problème de confiance. Aussi longtemps qu'on n'avait pas confiance en ces régimes-là, pour lesquels on savait déjà que c'est à cause de ces régimes que nous sommes en train de connaître toute cette situation, on ne pouvait pas accepter que ces régimes encore prennent l'initiative celle de reporter les élections n'importe quand. Merci. Donc voilà les problèmes qui s'est posé. Mais sinon, je suis d'abord très content, avec grand plaisir, du fait que je suis à la deuxième invitation. La fois passée, je n'ai pas eu le temps de venir. Ouais. Mais cette fois-ci, ça voulait rater, mais je suis là. Okay. Je suis très content. Je vous remercie beaucoup pour cette confiance que vous avez révélée à moi. Merci beaucoup d'avoir honoré cette invitation. Espoir, vous avez également une minute pour conclure. Merci beaucoup Olivier, mais permettez-moi de lancer quelque chose qui m'a vraiment piqué, parce que j'espère très bien que votre émission est très suivie et pour moi, c'est une occasion de lancer mon message. Ça fait vraiment 3 mois que les enseignants dans les territoires de Dékessé, au Kasaï, n'ont pas encore touché à leur salaire. Okay. Alors, 3 mois déjà passés, je me demande, les salaires ont un caractère vraiment social et comment ils vivent, comment les enfants doivent aller à l'école, comment ces enfants qui sont étudiants ici doivent payer les minervales et le gouvernement congolais reste encore muet jusqu'à ces stades. Donc, les enseignants qui sont à Dékessé ont d'ailleurs décrété la grève, ils sont à leur 10e jour, mais le gouvernement n'a pas encore trouvé de solutions. C'est pourquoi je profite de votre émission pour demander au ministre Tony Mwaba de pouvoir trouver solution aux problèmes des enseignants parce qu'ils ne vivent que de ces salaires. Et lorsqu'ils sont partis en grève, quelle sera alors l'éducation des enfants?
Voilà, le message est très très bien lancé. Merci à vous tous d'être venus. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Espoir Botumba, journaliste, et j'ai aussi eu l'honneur de recevoir Alex Ndomba, cadre du parti politique CDPS. Et aussi à mes côtés, j'ai eu l'honneur de recevoir Mowgli Fuala, qui est un grand analyste politique. Lui, il préfère rester dans l'indépendance des analystes. Merci en tout cas vous tous d'être venus, et je vous dis également bonsoir et bonne suite de programme sur Absi Télévision. Au revoir.